L'IPO du siècle, alors de l'année pour sûr, même si on pourra y revenir plus tard, mais ça va être une grosse année, mais l'IPO du siècle. C'est vrai que côté marketing, IA, space, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'introduisent en bourse en disant nous, notre objectif c'est d'aller sur Mars. En fait, ce qu'on pourrait résumer, c'est que le chiffre d'affaires augmente, mais les pertes explosent. Également, tu vas avoir en fait toute une génération de millionnaires. On parle beaucoup de quantique, d'IA, tout ça, mais moi, à titre personnel, le secteur qui me fait le plus rêver, qui me fait le plus hyper, c'est vraiment le New Space. Parce qu'en fait, en effet, on va se retrouver avec une valorisation qui va être 100 fois le chiffre d'affaires, ce qui est complètement dingue. Je regardais, Nvidia, c'est 20. Alors que déjà, Nvidia est en train de devenir un colosse au pied d'argile en bourse. Les liquidités sont pas illimitées. Et c'est vrai que si on a les 3 énormes IPO cette année, il va y avoir des arbitrages. Bienvenue sur le premier épisode du podcast. Et on commence par du lourd. Aujourd'hui, on va parler de l'IPO de SpaceX. Donc rapidement pour se présenter, parce que je pense qu'on a absolument personne qui nous connaît. Luc, 32 ans, j'habite encore en France, contrairement à Quentin, qui est parti réaliser son rêve d'aller vivre à Amsterdam. Et voilà, moi perso, je suis tombé dans l'investissement il y a maintenant 5 ans, grâce à la crypto. J'ai beaucoup investi, j'ai également travaillé au cours des 4 dernières années dans l'écosystème crypto. Et aujourd'hui, je bosse chez Cryptost, donc c'est le premier média crypto de France. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller check si vous voulez être au courant de l'actu crypto, de la finance décentralisée. Donc voilà, actions, ETF, crypto, métaux précieux, moi c'est les sujets qui m'intéressent. Donc voilà pour moi, Quentin, si tu veux présenter rapidement. Allez, enchanté Quentin, j'ai 32 ans aussi comme Luc. Alors j'ai toujours baigné dans l'univers financier puisque j'ai fait des études de finance et de gestion de patrimoine et ça va faire 6 ans que je travaille pour des fintech. J'ai d'abord bossé pour un gros courtier en bourse, puis un exchange crypto. Et je travaille aujourd'hui pour une plateforme d'échange crypto. Et donc j'ai rencontré Luc parce qu'on a travaillé ensemble par l'intermédiaire du média Cryptost. Et donc voilà, on a décidé de lancer notre chaîne. Pourquoi ? Parce qu'on s'envoie des messages Telegram toute la journée à On n'en pouvait plus. délibérer, débattre sur des sujets d'investissement et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse profiter tout le monde. Donc voilà, c'est le premier épisode du talk show finance de Luc et Quentin. Et on commence par un sujet incroyable puisque cette semaine, les marchés financiers vont vivre un événement historique avec l'IPO de SpaceX qui devrait intervenir le 12 juin, donc ça nous amène à vendredi. Préparez-vous, gros vendredi sur les marchés financiers. Ça, c'était pour que vous restiez accrochés. Prenez votre tasse de café, soyez prêts et surtout, on va décrypter. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Voilà, on va pas vous répondre, on donne pas de conseils en investissement. Par contre, on va vous donner les clés de lecture sur l'IPO du siècle. Exactement. Et juste pour compléter sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que c'est le premier podcast de la chaîne. L'idée, c'est vraiment discuter des sujets qui nous passionnent, qui vous passionnent aussi. On va se focus sur la partie crypto, sur la tech, sur l'investissement, sur l'IA, sur les IPO. Il y a aussi l'IPO d'Anthropic, peut-être l'IPO d'OpenAI, on verra si on fera d'autres épisodes, si ça marche en fonction. Mais comme tu as dit juste avant, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'espère que vous êtes alignés aussi avec ça. L'objectif vraiment, c'est de passer un bon moment. Je pense que c'est vraiment l'objectif principal de notre côté. Que ce soit à la salle de sport ou dans les transports en commun ou en voiture, voilà, c'est la petite pause podcast. Et donc on va démarrer sous ce format-là. Peut-être on fera d'autres formats, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire, des interviews, inviter des gens pour les prochaines fois, des formats live. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. N'hésitez pas à le dire en tout cas en commentaire. Et donc on attaque avec du lourd. Quentin, tu as préparé gros dossier. Est-ce que c'est overhype ? Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on en fait pas assez ? Tu vas décortiquer tout ça. Et voilà, je pense que tu as fait un travail de ouf par rapport à ça. Si tu veux partager un petit peu les différents articles que tu as vus et finalement avoir un petit peu ton avis sur ça. Moi j'ai mon avis, je te dirai le mien aussi à la fin, mais hâte de voir tout ce que tu as préparé. Allez, allons-y. On va commencer par un peu les bases. Donc, il y aurait
555 millions d'actions à $135 chacune. Le prix a été fixé, ce qui est assez rare. Normalement, c'est toujours confrontation off-demande prix-IPO. Là, le prix aurait été fixé. Et Elon Musk est dans une autre galaxie, peut apparemment décider lui-même le prix des actions le jour de l'IPO. On l'a dit plutôt 80 milliards. Potentiellement, Tesla vaudrait plus de 2000 milliards à l'issue de la journée de vendredi. Alors, pour placer dans le contexte, je vais vous partager une liste. Alors, regardez. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas Elon Musk dans cette IPO et dans SpaceX, est-ce que ça serait aussi hypé que ça? Ça, on va y revenir. On va y revenir parce qu'il y a du pour et il y a du contre. Mais on va commencer par, regardez. L'ironie, c'est qu'à 2000 milliards, vous voyez, SpaceX serait devant Tesla, l'autre empire d'Elon Musk, et viendrait en fait se placer directement en 7e position, relayerait également Aramco, Saudi Aramco à la 9e, parce que de toute façon, comme on a parlé plus tôt, Saudi Aramco, son record va être explosé, détruit, vous choisissez votre superlatif. Donc ça, c'est pour les chiffres un petit peu généraux. Est-ce que Luc, tu veux qu'on fasse, par où tu veux qu'on commence? J'ai préparé une analyse pas trop boring des chiffres de SpaceX, que vous sachiez. J'ai également pourquoi SpaceX veut faire une IPO, faut-il participer et si oui, comment? On va aussi voir qu'il y a des produits crypto liés à cette IPO. Par quoi tu veux commencer? Je te laisse, décider. On peut commencer. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, tout le monde connaît un petit peu SpaceX, le passé de SpaceX. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, les différents business. Mais si tu veux, on peut faire un rapide rappel sur. En gros, il y a 3 activités sur SpaceX. C'est ça. On va parler un peu plus global, on va dire analyse fondamentale. Après, si tu as une analyse technique des prix de marché, alors peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, on va quand même regarder est-ce que c'est un bon point d'entrée ou non. Là, par rapport à ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est déjà un petit peu overhype. Mais voilà, juste le contexte un petit peu, parce que c'est vrai que SpaceX, c'est quand même la grosse boîte d'Elon Musk. Hein. Il y a eu Tesla, oui, pas forcément la boîte qu'il a créée lui, mais SpaceX, c'est son bébé, c'est lui qui l'a créé. Et c'est vraiment la boîte qui veut absolument mettre sur le devant de la scène. Donc si tu veux, on peut commencer par ça. Non, en effet, très bien, parfait. Tu sais quoi, on va représenter, parce que SpaceX c'est un conglomérat, hein, c'est pas comme Tesla qui on va dire, priorise sur les voitures électriques. SpaceX, ça regroupe donc Starlink, le réseau internet satellitaire. Il y a également le spatial avec les lancements de fusées, c'est également un laboratoire d'intelligence artificielle avec XAI, et on a tendance à l'oublier, mais c'est également un réseau social avec X, donc l'ex-Twitter, en sachant que X et XAI avaient déjà fusionné ensemble. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, et voilà, je vais vous partager voilà, ça va être la partie un peu financière, on va essayer d'être rapide et concis, mais regardez, évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que quand une entreprise rentre en bourse, j'ai fait le boomer. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, quand une entreprise rentre en bourse, elle doit publier ses comptes. Une entreprise boursière listée publie ses comptes. Et donc, SpaceX a dû le faire. Et donc, évidemment, il y a eu énormément d'articles sur le sujet. Je vous mets un article rapide, c'est simple, on s'est intéressé aux chiffres du T1 de cette année. On pourra aussi parler des chiffres de 2025, mais on s'est intéressé à T1 2026, parce que c'est une entreprise qui évolue tellement vite. Et en fait, ce qu'on pourrait résumer, c'est que le chiffre d'affaires augmente, mais les pertes explosent. Vous voyez, on est à 4,69 milliards de chiffre d'affaires, mais on est également à plus de 6 milliards de pertes. Donc, ce qui nous fait en fait un résultat négatif, une perte opérationnelle de quasi 2 milliards. C'est très important. Toutes les activités ne sont pas logées à la même enseigne. Donc, j'ai essayé en fait sur ces chiffres-là de me pencher un peu plus en fait par activité.
Et donc en fait c'est très très différent. C'est-à-dire qu'en fait sur ces 4,7 milliards de chiffre d'affaires, il y en a 3,26 milliards qui viennent de Starlink. Donc ça, il n'y a pas de souci. La connectivité, c'est la vache à lait de SpaceX, puisqu'en fait c'est le seul domaine d'activité avec un résultat opérationnel positif de 1,2 milliard. Le spatial, on n'est pas trop mauvais. On a 619 millions de chiffre d'affaires et 662 milliards de pertes. Donc, à peu près, je ne vais pas dire à peu près à l'équilibre, mais ça reste raisonnable. Ce qui explose la rentabilité, enfin négativement, c'est en fait le secteur IA, puisqu'on est à 818 millions seulement de chiffre d'affaires pour 2,5 milliards de pertes. Et c'est aussi pour ça que SpaceX va s'introduire en bourse. C'est un peu pour ces deux derniers. C'est-à-dire que Starlink, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais les raisons pour lesquelles SpaceX va aller en bourse, c'est très simple. Alors déjà, il y a rejoindre la Lune et Mars. C'est comme assez impressionnant. Je pense que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui s'introduisent en bourse en disant, nous, notre objectif, c'est d'aller sur Mars. Et donc, évidemment, ça nécessite de l'investissement. Et surtout, SpaceX veut de la puissance de calcul. Elon Musk, et donc SpaceX, dans son document d'introduction en bourse, estime le marché de l'IA, alors attendez, ça donne le tournis, à 26 500 milliards de dollars. Donc, on est sur un multiple, on n'est pas loin de 9 fois le PIB français, par exemple. Et c'est donc pour ça que SpaceX s'introduire en bourse. Voilà, ce ne sera pas pour Starlink, c'est pour le spatial et surtout pour le domaine de l'IA. Ouais. Et d'ailleurs, juste petite question, mais Starlink, là, on est vraiment sur la partie télécommunication. C'est pas un marché qui est saturé, mais tu as quand même, tu vois, toutes les grandes villes sont déjà pas mal connectées, donc il y a une offre quand même qui est assez réduite, il y a quand même 10 millions de clients. Je pense que ça va augmenter encore un petit peu. Mais comme tu dis, ce qui va tirer la croissance, en gros, c'est plutôt le spatial. Donc en orbite haute, quoi, ce qu'il y a derrière les satellites, les vols spatiaux, peut-être les data centers aussi. Tu parlais d'IA, est-ce qu'il n'y a pas des data centers à faire en orbite? Ça, c'était des... C'est le premier. En effet, genre l'objectif quand même d'Elon Musk, c'est d'envoyer un data center dans l'espace. Donc, donc au final, ça coûte le plus cher aujourd'hui, mais vraiment, il compte vraiment appuyer à fond dessus, quoi. C'est pas juste les voyages vers Mars, quoi. C'est vraiment créer tout un écosystème autour de ça, quoi. Donc, très intéressant ça. Comme tu dis. Alors, tu fais une transition parfaite. Donc. Est-ce que Luc, tu nous mettrais pas en avant? Allez, on va faire good cop, bad cop. Tu vas nous mettre en avant les raisons pour lesquelles investir dans SpaceX et je vais mettre le reste. Allez, vas-y, je vais faire le riscophobe. Alors, allez, vas-y. Première indication. Regardez, on va commencer par le négatif. Après, tu nous feras le positif. Mais regardez, pour vous donner notre idée. Le price to sales ratio, donc on compare en fait la valorisation boursière au chiffre d'affaires des Magnificent Seven, donc tout ce qui est Nvidia, Tesla, Meta, Google, etc. Toutes les grosses entreprises de la tech, on est en moyenne à 8,10. C'est l'indice Bloomberg des Magnificent Seven. Là, on serait à 100. Donc voilà. Luc, tu pourras venir plus loin sur quelles sont les sources de croissance. Je crois que tu avais préparé ça, mais je tenais à dire ça. Il y a également quelque chose qui me semble assez important, c'est qu'en fait Elon Musk va garder 80 ou 85% des droits de vote. Donc on est quand même sur on n'est pas sur une tyrannie, mais pas loin. C'est tyrannie, c'est sûr. Intéressant aussi, c'est que vous savez, en fait, on a ce qu'on appelle des lock-up, c'est-à-dire qu'en fait, les actionnaires historiques, les salariés, normalement, doivent garder leurs actions. Donc là, normalement, c'est 6 mois, sauf qu'en fait, dès le début, il y aura 20%, les actionnaires historiques et les salariés vont déjà pouvoir vendre leurs actions. Donc, je pense qu'en termes de volatilité, ça va être complètement frappadingue. Et en fait, il y a également
30% de la cotation qui va être mise du flottant, qui sera réservée aux particuliers. Et c'est vrai qu'en fait, les particuliers, évidemment, il va y avoir beaucoup de personnes qui viennent pour boursicoter. Je me faisais les chiffres. Tu as 5% en moyenne sur le S&P 500, 5% des titres sont détenus par des particuliers. Sur les Magnificent Seven, on est à 25%, donc un peu plus élevé. Et sur Tesla, on est à 41%. Donc quand même toutes les entreprises qui ont tendance à faire le yo-yo. Là, on sera à 30%. Donc voilà, tout ça en termes de gouvernance. Alors la volatilité le jour J, j'ose même pas imaginer. La valo, etc. Voilà. Sur un profil, je fais le profil riscophobe. Voilà. Je ne pas faire quoi que ce soit en fait le premier jour. C'est ce que tu nous dis. Ça va dépendre. Ça, on va en parler. On va y venir à comment investir le premier jour. Est-ce qu'il faut le faire, etc. Mais voilà, Luc, j'ai vu que Cryptos, tu avais fait un article notamment avec les raisons de investir et non pas investir. Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce qui te ferait investir pour les auditeurs qui nous regardent, qu'est-ce qui te ferait investir dans SpaceX? Tu as plusieurs questions. C'est est-ce que tu investis le jour de l'IPO ou est-ce que tu investis, quel est ton horizon de temps en fait? Est-ce que tu veux investir dans SpaceX parce que tu crois sur le projet sur le long terme, c'est-à-dire sur 5-10 ans? Là, oui, potentiellement, je trouve ça intéressant, mais il y aura peut-être des points d'entrée qui seront un peu plus bas que ce qu'on voit là pour l'instant. Enfin, le pricing, il est pricé beaucoup trop haut, comme tu viens de le dire là, avec tout ce que tu as montré sur l'analyse technique. Par contre, après, si on parle de potentiel, le potentiel, il est que déjà, c'est la boîte numéro 1 d'Elon Musk qui en fait sa priorité. Alors oui, il y a bien évidemment qu'il y a Tesla, que c'est une grande réussite. Tu vois que c'est toujours dans le top 20 des capitalisations, Tesla. Mais j'ai rarement vu une personne aussi convaincue. Il faut s'imaginer que le mec a quand même créé toute l'industrie du New Space. Les orbites basses avec les satellites, c'est la première étape. Les orbites hautes, c'est-à-dire pas juste les découvertes spatiales, mais en gros faire de la mobilité spatiale, c'est quelque chose qui nous paraît scientifique aujourd'hui. Peut-être qu'on n'enverra pas des êtres humains sur Mars, mais avec l'IA que tu as, développer des robots humanoïdes qui peuvent aller sur Mars, vivre dans ces conditions très difficiles, exploiter des ressources, créer des bases, XI, c'est un truc qui pourra t'aider aussi. En fait, je vois tellement de scénarios de connectivité possibles. On parlait aussi de data center en orbite basse, que ça coûtait quand même moins cher que de faire ça directement dans les data centers aujourd'hui qui sont complètement saturés. Il y a tellement de cas d'usage qu'on ne connaît pas à horizon 5-10 ans que moi j'ai envie d'y croire. Je pense que c'est vraiment le secteur, moi, qui me hype personnellement le plus. On parle beaucoup de quantique, d'IA, tout ça, mais moi, à titre personnel, le secteur qui me fait le plus rêver, qui me fait le plus hyper, c'est vraiment le New Space. Donc le gars a quand même été le premier à démocratiser cette industrie, à envoyer des gens dans l'espace pour du tourisme, pour de l'infrastructure. Et je pense que les cas d'usage vont faire que se développer, les coûts vont continuer à baisser. Et sur le long terme, ouais, j'y crois. Après, si tu me demandes, est-ce que c'est le bon horizon de temps pour acheter maintenant? Peut-être pas. J'attendrai plutôt quelques semaines pour voir un petit peu comment ça bouge. Et pourquoi pas avoir des points un petit peu plus bas. Mais en termes de vision, je vais pas parler aussi de ça, mais Elon Musk aussi, je sais que c'est un personnage très controversé, on l'aime pas, mais force est de constater que c'est l'homme le plus riche du monde et que toutes ses boîtes sont quasiment toutes dans le top 20 des capitalisations. Et qu'il a quand même le nez pour le business, même si en politique c'est autre chose, mais en termes de business c'est quand même très fort. Donc pour toutes ces raisons-là, je vois quand même le projet réussir. Les deux points négatifs aussi que je rajouterais, plutôt la question de la main-d'œuvre, parce que comme tu sais, Elon il fait bosser, je pense que ça doit être minimum 80 heures par semaine, 5 jours de vacances. Après, tu te réveilles tous les matins en te disant que tu vas travailler chez SpaceX, envoyer des humains sur les autres planètes, donc forcément ça motive, mais forcément qu'au bout de 4-5 ans, si t'as pas un petit début de burn-out, quand même bizarre. Donc je pense qu'il y aura aussi des renouvellements d'effectifs tous les 3-4 ans chez SpaceX, je pense environ 20-30%. Où est-ce que tu vas chercher les talents? Moi j'ai travaillé dans l'aéronautique, chez Groupe Aéroport de Paris, c'est très compliqué d'aller chercher les talents qui bossent dans ce secteur. Donc là, avec une nouvelle capitalisation, forcément ils vont recruter. Est-ce qu'ils vont pouvoir recruter des bons talents? Il y a de la concurrence. En Chine également, ils développent leur programme spatial.
Donc ça va être très compliqué d'aller développer, d'aller chercher et recruter des talents. Voilà, ça existe aussi dans l'IA, hein. Il y a la bataille des talents dans l'IA, mais voilà, avec Musk, on sait que va y avoir un turnover tellement c'est abusé ce qu'il met en termes d'efforts. Donc Bah, voilà, est-ce qu'il aura ça les va. bons talents aussi pour pusher SpaceX en termes d'innovation, d'opérationnel, etc. Voilà, on verra. C'est des interrogations que j'ai, mais après sur le projet en lui-même, non, je suis très hypé moi perso. Et ça va aussi, en fait, la main-d'œuvre, c'est un excellent point que tu mets en avant. C'est qu'en fait, je lisais également que tu vas avoir en fait toute une génération de millionnaires. Parce que tous les early employees, etc., tous les employés de la première heure dans toutes ces boîtes, je dis la mise en bourse, l'entrée en bourse va changer leur vie. Donc en effet, c'est ce qu'on se disait, ils ont quand même, ils vont débloquer les paliers au fur et à mesure, mais c'est-à-dire qu'en fait, au bout de 6 mois, ils peuvent sortir. Donc à voir la valorisation dans 6 mois. Mais c'est vrai que potentiellement, comme tu dis, quelqu'un qui s'est pris le rythme de travail à la Elon Musk depuis plusieurs années et qui là en fait se rend compte, se retrouve à pouvoir en fait céder ses parts avec un multiple complètement démentiel. C'est vrai que tu mets en avant un très bon point. Après, est-ce que toi, t'aurais, parce que j'avoue que je me suis surtout concentré sur le bon père de famille qui dit oh non, non, on va pas sur SpaceX maintenant. Est-ce que tu aurais des estimations toi, en termes de croissance? Il me semble que tu en avais pour pouvoir comprendre. En fait, je citais plus tard qu'en fait ils évaluaient le marché de l'IA à 26 500 milliards de dollars. Ça donne le tournis, ce genre de chiffre. Mais est-ce que toi, tu aurais également des... parce qu'en fait, en effet, on va se retrouver avec une valorisation qui va être 100 fois le chiffre d'affaires, ce qui est complètement dingue. Je regardais, Nvidia, c'est 20. Alors que déjà, Nvidia est en train de devenir un colosse au pied d'argile en bourse. On a bien vu aux derniers résultats. Ils ont fait ils étaient à plus 85% de chiffre d'affaires, de hausse de chiffre d'affaires, mais bon, quand même sanctionnés par la bourse, alors qu'ils sont au-dessus des attentes. Donc je pense qu'en effet, ça commence à flancher chez les investisseurs. Et puis on parle de la bulle de l'IA partout. Je parle autour de moi des amis, de la famille qui sont pas forcément investisseurs et qui eux-mêmes ont entendu parler de la bulle de l'IA. Est-ce que tu aurais, toi de ton côté, je te donne des prévisions parce que comment on peut faire pour que ce price to sales, voilà, c'est bien d'avoir une valo démentielle, mais à un moment, tu ne peux pas en fait avoir une valeur, une entreprise dont la valeur en bourse vaut 100 fois le chiffre d'affaires. En effet, il y a toute la vision Elon Musk, je suis d'accord, aller mettre des centres de données dans l'espace, aller coloniser Mars, etc. Mais est-ce qu'on a des chiffres? Depuis tout à l'heure, je suis un peu le monsieur chiffre. Est-ce qu'on aurait des chiffres, des Est-ce que tu estimations, arrives à etc. ouvrir l'image ou pas de ton côté? Euh, je t'avais partagé un petit truc intéressant juste avant le call parce qu'on a comme tu dis, on aime bien les chiffres. J'ai envoyé en fait une estimation de Total Addressable Market. Donc en fait, c'est en gros ton Je l'ai. entreprise, à qui elle s'adresse, à combien évaluer le marché. Euh, voilà, ouais, je te remercie. Désolé, j'arrivais pas à ouvrir sur le mien. Voilà, l'IA 26,5 trillions, connectivité 1,6, spatial. Donc là, on voit que, en fait, ce que tu nous as montré au début, la partie revenu, qui est la partie IA, elle est catastrophique. Mais on voit très clairement qu'en termes de Total Addressable Market, et là, on parle pas que du B2B, on parle du B2C. Enterprise Application, 22,7 trillions. C'est des estimations. Très certainement, tu dois avoir un très joli cabinet d'audit qui a dû faire les trucs. Dans la réalité, oui, il y a des cas d'usage. Après, est-ce que ça sera la réalité? Moi, je pense que peut-être pas tous les cas d'usage, mais forcément que le spatial va jouer un rôle, je pense, de plus en plus important. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas uniquement, tu sais, l'histoire du réchauffement climatique, il faut aller vivre sur une autre planète. Je pense vraiment que d'un point de vue business, tu vois, l'histoire des data centers, ça coûte de plus en plus cher en termes de coûts de production de produire des centres de data centers ici, là. Donc,
on va dire que l'orbite basse pour y aller, c'est de plus en plus rapide et c'est de moins en moins cher. En fait, tu vois, des trajets qui vont coûter de moins en moins cher pour aller, je sais pas, extraire de la valeur directement dans l'espace. Il y a tellement de cas d'usage pour la partie entreprise, pour la partie IA, pour la partie B2C avec le voyage spatial. Et j'espère que on vivra ça avant qu'on qu'on quitte ce monde, mais de pouvoir dans 30 ans faire un voyage Lune, Terre, et ben franchement, tu vois, ça me hype. Je vois dans la partie B2C et la partie B2B, je vois tellement de cas d'usage. Alors, est-ce qu'il y aura de l'IA? Est-ce qu'il y aura juste du tourisme spatial? Est-ce qu'il y aura, voilà, il y a même des gens, tu sais qu'il y a une startup qui veut créer des prisons dans l'espace carrément parce qu'ils ont peur qu'on manque de place. Enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles. Et ce qui est sûr, c'est que Elon Musk, il est le grand artisan de ça. Baisser les prix pour accéder au spatial. Et donc, ça va être l'acteur incontournable. Je vois pas d'autre acteur que lui, à part peut-être Blue Origin avec Jeff Bezos, mais ils ont pris un petit peu de retard. Ça va être compensé. Là où, voilà, je vois aussi un petit peu les Chinois arriver. Les Chinois sont plus sur la conquête spatiale. Hein. Ils sont un peu moins sur les applications B2B, B2C. Mais ouais, honnêtement, avec un mec de la vision d'Elon Musk, avec ce marché B2B et B2C qui va faire que grandir. Voilà. Après, je sais pas quand est-ce que ces applications vont se développer, à quelle date exactement, mais pas avant un horizon 3-4 ans minimum, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Et en fait, ces chiffres sont archi intéressants parce que, comme on le disait au début, alors qu'il est le boulet, c'est clairement XAI. Sauf qu'en fait, XAI deviendrait de loin la source de revenus numéro une. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, et alors, pour ceux en fait à qui ça ferait peur, une telle, parce qu'on parle quand même de 75 à 80 milliards de levés sur l'IPO, sachez que Google également va faire une émission pour 80 milliards. Donc, Alphabet. Donc pareil sur le même domaine de l'IA. Donc on sait qu'on voilà, même une entreprise bien plus installée que SpaceX en bourse va également en fait lever à peu près la même somme pour également développer ces données IA. Je crois que tu avais un autre graphique aussi qui illustrait, alors, parce que je t'ai surtout parlé, moi, Parfait, j'ai parlé surtout des données du T1. Je voulais vraiment me concentrer sur ce qui est récent. Là, c'est sur l'année dernière. Et en fait, ça rejoint en effet, ça rejoint ce qu'on se disait. C'est-à-dire que sur l'année 2025, on est à peu près pareil. Même exactement dans la même dynamique qu'au T1 de cette année. C'est-à-dire les revenus sont générés par la connectivité, l'espace c'est à peu près raisonnable en termes de pertes, et par contre XAI est littéralement la poche trouée du vaisseau SpaceX. Après, c'est sans pas mauvais jeu de mots. hein, tous les même OpenAI, même Anthropic, tu regarderas, c'est pas non plus. Je sais pas si c'est aussi énorme, mais l'année 2025, ça doit être pas mal de pertes aussi quand même. Donc, intéressant. Petit détour, alors, on va le faire très rapidement parce que bon, Polymarket n'est pas autorisé en France, mais juste pour que vous donnez en fait une idée, c'est qu'en effet, on part sur 70 à 80, donc voilà, 92% des gens parient sur Polymarket que donc SpaceX lèvera entre 70 et 80 milliards. C'est intéressant, je sais que Polymarket avait notamment anticipé l'élection de Trump. Tout simplement parce qu'en fait sur les sondages vous avez aucun incentive, alors qu'en fait sur Polymarket c'est votre propre argent, et c'est assez intéressant. Je passe très vite parce que comme on disait c'est pas pour la France, c'est juste pour qu'en fait les personnes puissent se faire une idée, mais vous avez également en fait toute une économie autour de l'IPO de SpaceX en dehors des marchés financiers traditionnels. Vous avez des produits sur Hyperliquid. Mais on pourra y revenir un jour plus longtemps sur ce type de choses si vous vous demandez. Et vous avez en fait, voilà, est-ce qu'il y aura un data center d'ici juin? Bon, pas beaucoup de gens y croient, en effet, comme tu disais, ça va être des horizons de long terme plus longs. Les gens ont parlé sur la date, et notamment, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est notamment sur les cours de bourse, ce qu'on regardait combien ça vaudra. Donc voilà.
tout ça, on va arrêter de partager parce que, comme on disait, Polymarket n'est pas Ça aussi, autorisé en j'avais un France. VPN, Euh, mais ouais, non, sinon c'est pas autorisé par l'AMF depuis au moins 1 an et demi. Mais comme tu dis, c'est un bon. En fait, c'est le meilleur moyen pour anticiper un petit peu comment les gens voient les choses d'un point de vue un peu plus retail, on va dire. Euh, donc, tu avais dit pour l'élection de Trump, il y a un Français qui avait gagné 30 millions d'euros, je crois d'ailleurs, juste en pariant sur Polymarket, juste avant que la plateforme soit fermée en France, le coquin. Mais ouais, si vous l'utilisez à ces fins-là, c'est-à-dire juste de voir un petit peu les sentiments de marché, très bon site Polymarket. Très très bon site. Ce sur quoi on peut conclure, parce que bon, on a mis du pour, on a mis du contre, c'est comment participer à l'IPO. Parce qu'en fait, là, alors, je me rappelle, moi, de mon époque chez De Giro, le courtier en bourse, à l'époque, c'était littéralement impossible, en fait, d'investir, d'investir parce que vous avez quoi, 10% de l'IPO qui est ouvert aux investisseurs particuliers, normalement, même moins. Là, on est à 30%. Et alors, c'est assez intéressant. On n'a pas de partenariat avec aucun courtier ou quoi que ce soit, mais je sais qu'à titre perso, j'utilise Trade Republic et que Trade Republic a une allocation. Vous pouvez placer, alors de mémoire, c'est les personnes en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, peuvent placer des ordres pré-IPO sur SpaceX. Donc, ils collectent jusqu'au 10 juin les ordres. Donc voilà. Les conditions sont un peu floues en toute honnêteté, c'est-à-dire que je suis allé, j'ai souscrit, j'ai accepté les conditions, et en fait après il fallait mettre un montant, donc j'aurais pu mettre le montant que je voulais. Après attention, parce que comme on le disait normalement en fait, en fonction de la demande et de l'offre, ce sont les banques etc. partenaires de l'entreprise qui vont fixer le prix d'IPO, et en fait on a une fourchette, on sait que ça va arriver à peu près entre tel montant et tel montant. Là il s'agirait apparemment de 135 $, peu importe ce qui va se passer. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, SpaceX pourrait aussi en fait faire une allocation plus grosse. Donc c'est pour ça qu'en fait on ne sait pas trop, on dit entre 75 et 80 milliards. Mais voilà, s'il y avait beaucoup de demandes, plutôt qu'en fait l'impacter sur le prix, apparemment le prix serait à 135 $ et ce serait, il y aurait plus d'actions d'ouvertes. Donc voilà, que vous le sachiez, j'ai cru comprendre aussi que De Giro avait envoyé un mail. Donc voilà, regardez votre courtier, on ne fait pas de conseils en courtier, mais regardez votre courtier parce que vous avez plusieurs courtiers européens qui vous permettraient d'investir pré-IPO. Comme on dit, on ne donne pas de conseils en investissement, faites très attention le jour J. Je me rappelle avoir, à l'époque chez De Giro avait listé le Airbnb en cours de journée, parce que vous avez aussi, si votre courtier ne vous propose pas pré-IPO ou que vous ne récupérez pas en fait d'allocation pré-IPO, faites attention le jour J. Tu le disais, Luc, je pense que la volatilité va être frappante. Je vais regarder ça de loin dans un premier temps, mais ouais. Donc je pense qu'on a fait. Bah écoute, ouais, parce qu'on a parlé, là on a parlé un peu du contexte, on a parlé un peu chiffres, comment l'acheter. Bah n'hésitez pas après si vous avez des questions en commentaire. Je pense que la prochaine grosse IPO que je vois, ça va être Anthropic. Il va falloir qu'on parle d'Anthropic à un moment. Parce que ça aussi, si XEI c'est quelque chose d'assez énorme et je vois quelque chose s'ouvrir avec le New Space, notamment côté applicatif, mais Anthropic est déjà bien en avance sur ça. Enfin bref, il y a le temps par rapport à ça. Il y aura d'autres sujets aussi. Moi personnellement, alors je vais conclure sur mon avis personnel par rapport à SpaceX. Point d'entrée maintenant, très court terme, c'est-à-dire le 12. Non, je vais regarder ça. Mais je vais regarder ça très très attentivement et attention un peu qu'il y ait une mini baisse, je vais m'introduire dedans. Ça c'est sûr. Je crois dans l'entrepreneur, pas la personne, mais dans l'entrepreneur. Je crois dans la boîte. C'est vrai que côté marketing, IA, space, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Certainement, mais il y a tellement de possibilités côté B2B, côté B2C, orbite basse, orbite haute. Voilà, moi ça me fait rêver. Je pense que c'est un des secteurs, le New Space, qui me fait le plus rêver. J'ai rarement été aussi hypé par un projet que SpaceX. Donc voilà, point d'entrée, court terme non. Mais voilà, après sur le moyen terme, le long terme, oui. Et je pense que je vais faire des
comment t'appelles ça, acheter régulièrement dans le langage financier. Le dollar cost average, yeah. Dollar. C'est bon. En effet, mais alors deux choses. En effet, je pense qu'on devrait proposer également une vidéo Anthropic versus OpenAI parce que les liquidités sont pas illimitées et c'est vrai que si on a les 3 énormes IPO cette année, il va y avoir des arbitrages. Est-ce que toutes les entreprises, quand tu regardes ça, plus on le disait plutôt Google qui va aussi essayer de lever 80 milliards pour la partie IA, et voilà, les liquidités sont pas illimitées. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur Anthropic versus OpenAI vers modèle business, mais également éthique, parce qu'il pourrait y avoir qu'un seul vainqueur. Et une deuxième chose, c'est l'avis final, je te rejoins. Alors, si vous voulez spéculer, si vous avez un peu d'allocation par votre courtier pré-bourse, pourquoi pas, perso je ne le ferai pas, mais pourquoi pas, surveillez bien le cours. Ne soyez pas trop gourmand. Si à 15h30, vous avez déjà fait plus 50%, tirez vos conclusions. Mais en effet, je pense que sur le long terme, il va falloir attendre. Mais parce qu'en fait, le price to sales ratio me fait peur quand même. Une boîte qui vaut 100 fois son chiffre d'affaires, pour moi, c'est terrifiant. Mais comme tu dis, en fait, comme on a montré sur le graphique final, le potentiel est énorme. Potentiel énorme sur l'IA. XAI est encore qu'une entité au milieu d'OpenAI, Anthropic et des GAFAM eux-mêmes. Mais en effet, je pense que sur le spatial, là, on est sur un leader de marché. Donc, les armes ne montent pas au ciel, mais voilà, je pense qu'il va falloir attendre. De mon côté, j'attendrai d'avoir des projets concrets, etc. Exactement, et voilà, après, tout ce qu'on dit, hein, c'est pas des conseils en investissement. Hein. Je suis vraiment hypé, c'est vrai, par ce que propose SpaceX, mais bon, je fais pas de conseils en investissement, c'est juste mon avis. J'étais hypé aussi par les NFT à l'époque, donc vous voyez, il y a des catastrophes en termes de hype aussi. Faudra qu'on en reparle d'ailleurs, parce que on a vu pas mal de choses avec Quentin dans l'industrie crypto. Le marché en ce moment, c'est incroyable. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, mais ça, je pense qu'on refera un autre podcast prochainement. Bon bah voilà, c'était la première vidéo de la chaîne, donc tout retour nous intéresse, que ce soit sur le fond, le format, le rythme, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et voilà, on vous souhaite bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Exactement. Bonne semaine. N'hésitez pas à nous donner des conseils, etc. On se lance. Hein. Donc, je pense qu'on a vraiment essayé de vous mettre en avant les bons points et les mauvais points. Luc est un peu plus hypé, moi je suis un peu plus raisonnable, donc vous avez aussi un peu l'investisseur crypto versus l'investisseur un peu plus ETF bourse. Donc on continuera de se faire des débats riscophiles, riscophobes. Et puis voilà, à plus, merci à tous.